Le cartel Phébus. Derrière ce nom un peu mystérieux se cache une histoire incroyable. L'histoire du jour où les plus grands industriels du monde se sont mis d'accord, en secret, pour saboter leurs propres produits. C'est en fait la naissance de l'obsolescence programmée. Regardez-moi cette ampoule. On l'appelle l'ampoule centenaire. On la trouve dans une caserne de pompiers à Livermore, en Californie. Elle a été allumée en 1901 et, chose incroyable, elle brille encore aujourd'hui. Ça fait plus d'1 million d'heures qu'elle fonctionne. Un véritable vestige d'une époque où l'on fabriquait les choses pour qu'elles durent, vraiment. Maintenant, mettons ça en perspective. Plus d'1 million d'heures pour cette ampoule. Face à quoi ? 2 ans peut-être, pour un smartphone dont la batterie semble nous lâcher comme par hasard juste après la fin de la garantie ? Le décalage est ahurissant. Alors comment expliquer un tel fossé ? Eh bien, ce n'est pas un accident. Non. Et ce n'est pas juste une question d'évolution technologique. C'est une stratégie méticuleusement pensée il y a presque 100 ans et qui a complètement redéfini la manière dont on fabrique, à peu près tout ce qui nous entoure. Alors, pour comprendre, il faut remonter le temps. On va plonger au cœur du problème. Au début du XXe siècle, les fabricants ont été confrontés à un problème totalement inattendu, une sorte de cauchemar pour un business, le produit parfait. Il faut s'imaginer l'époque. C'est une véritable ruée vers l'or électrique. Des géants comme Osram en Allemagne, Philips aux Pays-Bas ou encore General Electric aux États-Unis se livrent une guerre technologique sans merci. L'objectif, à l'époque, c'était de créer l'ampoule la plus résistante, la plus durable possible. Et le pire, c'est qu'ils y sont arrivés. En 1923, une ampoule standard pouvait durer jusqu'à 2500 heures. Sauf que voilà, ce qui était un triomphe pour les ingénieurs s'est révélé être une catastrophe pour les commerciaux. La logique est implacable, si les ampoules ne grillent jamais, pourquoi est-ce que les gens en achèteraient de nouvelles ? Le marché commençait à être complètement saturé. Et pour bien comprendre le choc, il y a ce chiffre. Il est juste hallucinant. Le géant allemand Osram a vu ses ventes passer de 63 millions d'ampoules à 28 millions d'ampoules. En une seule année, une chute de 55%. Leurs propres innovations, leur propre génie était en train de les couler. Et c'est là que Wilhelm Meinhardt, le grand patron d'Osram, arrive à une conclusion radicale et d'un cynisme absolu. Il a dit « Le progrès de la technologie devient l'ennemi du profit ». En d'autres termes, pour sauver l'industrie, il fallait saboter l'innovation. Ce qui nous amène sur la scène du crime. Face à cette crise qui menaçait leur existence même, les leaders de l'industrie ont décidé de prendre les choses en main. Un plan secret a été élaboré. Imaginez la scène. On est le 23 décembre 1924, à Genève, juste avant Noël. Les plus grands fabricants d'ampoules de la planète se retrouvent en secret. Ils ne sont pas là pour échanger des cadeaux, mais bien pour monter un complot et signer un pacte qui allait bouleverser le capitalisme. Et qui était là ? Que du beau monde. Osram pour l'Allemagne, Philips pour les Pays-Bas, General Electric via ses filiales, mais aussi les grands noms de Hongrie, du Royaume-Uni, de France, bref, tout ce qui comptait. Ensemble, ils contrôlaient la quasi-totalité du marché mondial. Et si on avait le moindre doute sur leurs intentions, il suffit de lire cette phrase, écrite noir sur blanc par Anton Philips, le PDG de Philips lui-même. Il a écrit « Après les efforts très ardus que nous avons faits pour sortir d'une période d'ampoules à longue durée de vie, il est de la plus haute importance que nous ne retombions pas dans le même bourbier. C'est limpide. Le but était clair et assumé. » De cette réunion est né le fameux cartel Phébus. Alors voyons un peu leur plan d'action et comment ils ont mis en place, à l'échelle mondiale, ce qu'on peut appeler l'échec programmé. En fait, ils ont été les pionniers d'un concept que malheureusement on connaît que trop bien aujourd'hui, l'obsolescence programmée. C'est cette stratégie qui consiste à concevoir un produit avec une durée de vie volontairement limitée pour qu'il devienne inutile ou tombe en panne après un certain temps. Le plan de Phébus était d'une simplicité brutale. Étape 1. On se partage le monde en territoires exclusifs. Comme ça, plus de concurrence. Étape 2, le cœur du réacteur, on impose une durée de vie standard pour toutes les ampoules. Ce sera 1000 heures, pas une de plus. Et étape 3, on punit sévèrement toute entreprise qui oserait enfreindre la règle. Et pour s'assurer que personne ne triche, le cartel a mis en place une machine de contrôle implacable. Chaque usine devait envoyer des échantillons de ses ampoules à un laboratoire central en Suisse. Et si une ampoule avait le malheur de durer plus de 1000 heures, le fabricant recevait une amende. C'est complètement fou, non ? Une entreprise se fait punir parce que son produit est trop bon. Et est-ce que ça a marché ? Oh que oui.
Regardez ce graphique, c'est sans appel. La durée de vie moyenne des ampoules s'est effondrée. On est passé de presque 2500 heures en 1924 à peine plus de 1200 heures en 1933. La mission était accomplie. Et le résultat financier, lui, a été immédiat. En 4 petites années, les ventes mondiales d'ampoules ont explosé de 25%. Logique, les gens devaient remplacer leurs ampoules bien plus souvent. Le complot avait parfaitement fonctionné. C'était, ni plus ni moins, le premier crime industriel organisé à l'échelle planétaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. On va voir maintenant l'héritage de ce cartel. Car si l'organisation, elle, a fini par disparaître, son idée fondamentale, elle, a non seulement survécu, mais elle a carrément prospéré. Officiellement, le cartel Phébus a été dissous au début de la Seconde Guerre mondiale. La coopération internationale entre les pays devenait un peu compliquée. Mais son ADN, son modèle économique, cette idée de génie machiavélique n'est jamais morte. Ce mode d'emploi du cartel a été copié, adapté et réutilisé dans des dizaines d'autres industries. Dans les années 50, par exemple, ce sont les banylons conçus pour filer rapidement. Dans les années 2000, les imprimantes à jet d'encre, programmées pour s'arrêter de fonctionner. Et aujourd'hui, il suffit de penser aux batteries de smartphone qu'on ne peut pas remplacer soi-même. L'idée maîtresse n'a pas changé d'un iota, produire pour détruire. C'est cette philosophie commerciale, un peu sombre, dont nous avons hérité du cartel Phébus. Et elle est au cœur d'une grande partie de notre économie de consommation actuelle. Tout ça nous amène à une dernière question. La prochaine fois qu'un de nos appareils nous lâche, un peu trop vite, un peu trop par hasard, juste après la garantie, il faudra se souvenir de cette histoire. Dans ce monde de produits jetables, quel est le vrai coût de cette pseudo-commodité ? C'est la question que le cartel Phébus nous pose encore aujourd'hui.